Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e masterclass de Marlène Stéger. Aujourd'hui, on va parler des tendances dans l'univers de la boisson et Marlène te parlera de son dernier projet, Poetic Molecules. Allez, je t'en dis pas plus, bonne écoute. On va parler des grandes tendances dans le milieu de la boisson. Déjà, est-ce que par rapport au moment où tu as commencé en 2005, 2009 Non, ouais, tu parles vraiment dans le milieu de la boisson 2016. 2016, ok, pardon. À partir du moment où tu as commencé, est-ce qu'à partir de maintenant, tu vois un peu une évolution dans le goût, dans les produits qui sont proposés ? Ah bah clairement, ouais, bien sûr. Et puis c'est des milieux qui évoluent assez rapidement sur les tendances. Et d'ailleurs, c'est pas que des tendances de goût. C'est des tendances qui peuvent influencer d'autres choses. Bien évidemment, dans le goût, on a vu l'apparition de l'amertume qu'on n'avait pas avant, avec la vulgarisation du spritz, des amers, de tout ça, revenir au côté apéritif ancien, qui n'y avait pas avant. Est arrivé aussi, évidemment, tout ce qui est plus local, sustainable, RSE, bio, tout ça qui est quand même une grosse tendance dans les boissons. Après est arrivé aussi le sans-alcool, c'est-à-dire qui est valorisé. Alors avec l'arrivée des spiritueux sans alcool, bon, moi c'est pas mon, c'est pas. Alors il y a de plus en plus de trucs bien. Mais je trouve que si tu veux, le milieu des boissons sans alcool est infini, sans devoir désalcooliser des trucs ou enfin, je trouve ça un peu ridicule pour certaines choses. Mais ça, c'est une question d'éducation, en fait. Les gens veulent remplacer des choses par d'autres choses, alors qu'en fait, il faut consommer différemment, il me semble. Donc, il y a des grandes tendances. Et puis après, il y a eu quand même une tendance aussi à aimer beaucoup plus les saveurs qui viennent d'Asie, avec l'émergence de beaucoup de restaurants coréens, hongkongais, chinois, le Japon aussi. Donc là, on voit l'émergence arriver de tout aussi les spiritueux qui viennent de l'Asie, le baijiu, le sochu, les sakés, des cultures qu'on n'avait pas avant. Évidemment, il y a aussi tout le côté nature, vin nature, biodynamie de ces dernières années qui ouvre aussi des nouvelles voies aromatiques de ce qu'on composait. La bière, j'en parle même pas, qui avant, on part de loin sur des lagers, tout ça, etc., en allant sur les IPA, sur l'amertume, sur de plus en plus de compositions un peu plus originales, barrées, tout ça, etc., des spiritueux qui étaient associés à des régions, des terroirs et qui se déportent, les whiskies japonais, les whiskies français, tout ça, etc. Et évidemment, un gros boom il y a quelques années, mais enfin, pour moi, qui est un peu artificiel dans le sens qui n'est pas pérenne, du gin, où tout le monde s'est mis à faire des marques de gin, émergence de 400 marques de gin par an, etc. et tout, mais il n'y a pas de marché, en fait, pourquoi le gin ? Parce qu'en fait, c'est un des spiritueux qui est le plus simple à faire, qui a la législation la plus large. Donc, tout le monde s'est dit, je peux faire mon gin, et malheureusement, ça, c'est pas toujours merveilleux, quoi. Mais enfin, il y a des gens qui font des choses superbes. Donc ça, c'est aussi les grandes tendances. Et puis après, ça va aller de plus en plus, à mon sens, vers la réutilisation d'ingrédients dits de déchets de la cuisine, j'espère, je pense. De plus en plus vers la fermentation. Là, on voit aussi les lactofermentations. On voit arriver plein de choses. Après, il y a des grandes tendances qui arrivent et qui prennent part sur certains marchés. C'était le cas, par exemple, des hard seltzer. Moi, j'y ai jamais cru. Oui. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui écoutent ce que c'est qu'un hard seltzer ? Un hard seltzer, c'est en gros une boisson pétillante, fermentée ou non d'ailleurs, et aromatisée, qui contient de l'alcool, mais qui ne donne pas l'effet de contenir de l'alcool, en gros.
Et ça a beaucoup marché, je crois, aux États-Unis. Ouais, ça a beaucoup marché aux États-Unis. Moi, quand j'ai vu ça arriver en France, vraiment, j'y ai pas cru une seule seconde. Et peut-être parce que ça répond pas à des convictions que j'ai. C'est-à-dire que moi, je trouve que y a un vrai sujet sur l'alcool. L'alcool, c'est un problème de santé publique, on le sait. Je veux dire, c'est pas et je vais pas. C'est pas parce que je viens de l'industrie des spiritueux que je le sais pas. C'est un problème de consommation publique. On consomme beaucoup d'alcool, voire trop, évidemment. Enfin, je veux dire, on boit quand même régulièrement. C'est dans la culture commune. Pour célébrer un truc, tu bois. Quand t'es pas bien, tu bois un coup. Donc finalement, il y a quand même beaucoup de moments de la vie qui sont régis quand t'es adulte par le fait de boire de l'alcool. Pas toujours pour les bonnes raisons. Et aussi, mais je trouve que derrière, il faut s'interroger sur pourquoi les gens ont besoin de l'ivresse. Ce serait plutôt ça la question qu'il faudrait poser plutôt que diaboliser les marques d'alcool, tout ça, etc. Et tout. Il y a plein de réponses à ça. C'est la sociabilisation. Pourquoi les gens ont besoin de se sentir désinhibés? Est-ce qu'on n'est pas dans une vie trop stressée? Est-ce qu'on n'a pas une culture sociale qui nous pousse à pas réussir à être nous-mêmes quand on n'est pas... voilà, il y a plein de raisons. J'ai pas les réponses, j'ai pas la prétention d'avoir les réponses. En tout cas, je sais que on peut pas mentir que c'est un sujet. Voilà. Et après, ça veut pas dire que il faut réfuter et arrêter de boire de... Enfin, c'est comme tout, en fait. C'est la dose qui fait le poison. Moi, je pense que je suis pour une consommation raisonnée et raisonnable et qui est en rapport avec le plaisir. Et des fois, l'ivresse, ça peut être un plaisir aussi. Attention à boire, évidemment, avec modération. Mais... Enfin, je mentirais de dire que c'est pas le cas. Sinon, la plupart des gens le feraient pas. Mais je trouve qu'on a quand même une responsabilité, nous, les marques d'alcool ou les gens qui produisent des boissons, ou en tout cas des valeurs, de dire, moi, en tout cas, les produits que je compose, je les compose vraiment, et je le dis pas là de manière démagogique, pour que ça apporte dans le goût. C'est-à-dire que la distillation est un processus qui permet d'extraire des goûts qu'on n'arriverait pas à extraire sans. C'est une vérité. Ça permet de créer la fermentation, tout ça, etc. Plein d'aromatiques particulières. Et il y a une beauté dans ce métier et dans cette industrie des produits qu'on arrive à consommer par cette transformation et cette réaction chimique qui arrive. Par contre, quand je vois un produit où l'alcool est juste ajouté, comme c'est le cas des hard seltzer, en fait, on ajoute de l'alcool dans une boisson aromatisée qui... pas du tout parce que ça apporte un élément aromatique ou à sa composition, mais juste parce que c'est vraiment là pour dire, tiens, tu bois de l'alcool et tu t'en rends même pas compte. C'est assez dramatique. Ne buvez pas d'alcool. Et voilà. Et du coup, ça, enfin, pour moi, c'est comme les marques de vodka aromatisé qu'on avait quand on était jeune, etc. Et tout. Voilà. Donc déjà, moi, c'est pas les valeurs de création de produits que j'ai. Parce qu'en fait, je trouve que si ton hard seltzer, il a une super aromatisation comme ça et tout, pourquoi lui foutre de l'alcool? En fait, tu peux apprécier l'aromatisation, ça change rien. Et l'alcool, il est juste là pour être de l'alcool. Donc, moi, ça, c'est pas du tout quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Et ensuite, je pense qu'on n'était pas prêt en France. On est quand même... on a un marché qui est très différent des États-Unis, en culture, tout ça, etc. Et tout, par exemple. Voilà. Et comment est-ce que tu vois justement ces différences peut-être de tendance selon les régions dans le monde? Encore une fois, il y a plein de facteurs différents. La culture, l'histoire, tu vois, les États-Unis avec l'alcool, il y a quand même une histoire particulière. Il y a la prohibition, il y a la naissance, il y a tout un imaginaire commun qui est relié à ça. Ils n'ont pas du tout la même notion. Si tu veux, les États-Unis, c'est un pays qui est quand même assez récent, finalement, qui est un melting pot une colonie, tout simplement, de plein d'influences du monde entier,
qui a pas vraiment une culture C'est un assemblage. alimentaire, ouais, à proprement parler. Bon, il n'y a pas beaucoup de pays en vrai. Enfin, je dis ça, et tout est un assemblage, heureusement, et des influences de plein d'endroits du monde. Mais ils n'ont pas. C'est pour ça aussi que la France et tout ça, on est vu dans le monde entier pour la finesse de la gastronomie, tout ça, etc. Mais il n'y a pas la même histoire, et la même culture culinaire, alimentaire, tout ça, etc. et tout, qui se produisait. Déjà, les États-Unis n'ont jamais connu de monarchie, par exemple. Ouais. Non, mais ne serait-ce que ça. Tu vois, quand on s'interroge plus loin, on se dit, un privilège. Enfin, tu vois, l'organisation n'est pas la même, donc la bourgeoisie, la monarchie qui consomment pas les mêmes choses, les plats qui sont pas à la même époque, etc. et tout, des choses qui sont plus rustres. Enfin, voilà. Et t'as pas les mêmes ingrédients aussi sur le sol. Enfin, tu vois, t'arrives en 1700 aux Amériques, t'as pas les mêmes cultures. Que tu as ici. Alors, il y a des choses qui sont importées, pas importées. Et puis, il y a des L'eau choses aussi. J'écoutais un podcast avec Guillaume Sanchez, chef de chez Nezo. Il disait il a deux adresses à Paris, l'une en face de l'autre. Et il disait la fermentation dans la cave n'est pas la même au 5, par exemple, du 7. Bah oui, bien sûr. Parce que l'eau n'est pas pareille, parce que l'air n'est pas pareil. L'air surtout, surtout l'air. En fait, c'est les bactéries. Fascinant, en fait. La fermentation, c'est un processus vivant. C'est-à-dire que c'est le métabolisme de micro-organismes qui mangent des choses pour en rejeter d'autres. Voilà. Donc, ces micro-organismes ne peuplent pas le monde du vivant de la même façon, aux mêmes endroits, suivant le taux d'humidité, suivant plein de choses. Donc, évidemment, ça joue beaucoup. Et puis après, rapport avec l'histoire, tu vois, pourquoi le cognac, tant aux États-Unis, tout ça, etc. Mais en fait, c'est des maisons américaines qui ont fondé à Cognac les imports, etc. Et puis, c'est un rapport avec le voyage, le commerce triangulaire, enfin, tu vois, qui n'aurait pas eu lieu. Il faut savoir que l'histoire veut que, à la base, pour les traverser, pour aller justement aux Amériques, etc., on emmenait des tonneaux de vin, parce qu'on buvait du vin. Sauf que 3 mois en mer, des tonneaux de vin, le vin, il arrive piqué, tout ça, etc. Donc, ils se sont dit, on va concentrer le vin. Pour le concentrer, on va enlever l'eau qu'il y a dedans. Et quand on arrivera sur place, on remettra de l'eau. Et ça refera du vin. Et en fait, c'est comme ça qu'est né le cognac. C'est-à-dire qu'ils ont distillé le vin, puisque c'est de l'eau de vie de raisin, donc pour enlever l'eau. Parce que je rappelle que la distillation, c'est un processus de séparation de l'éthanol et de l'eau. Et après, ça prend beaucoup moins de volume à transporter en plus. Bah oui, c'est sûr. Tu vois, donc tu concentres. Plus. Et après, tu les as mis dans des barriques de vin. C'est des barriques de vin, les tonneaux. Donc et sauf qu'en fait, c'est arrivé et le bois avait chargé aromatiquement le jus et il s'est rendu compte quand tu remets en fait que c'était bon à boire comme ça, que ça saoulait aussi son homme à mon avis. Et puis pareil pour le rhum, etc. et tout. Et c'est ça qui explique le vieillissement. Pourquoi est-ce qu'on a fait vieillir En fait, c'est parce que c'était pour les traversées des navires qu'il fallait un contenant. Mais après, tu as des vieillissements avant, tu vois, en Égypte, etc. C'était dans des jarres. Les vins épicés, tout ça, donc tu avais une autre approche. Donc il y a aussi l'histoire qui explique pourquoi il y a des consommations plus que d'autres. Et puis après, il y a la rareté, c'est-à-dire que puis il y a aussi le marketing, et puis il y a aussi, faut pas se leurrer, les moyens employés par les marques pour la notoriété et le positionnement de leur marque, etc. aussi, bien évidemment. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. J'ai l'impression que dans les dernières années, il y a Suze qui est beaucoup revenu, parce que Pernod Ricard a aussi fait beaucoup de marketing, Lillet aussi, le Spritz, comme tu as dit, avec l'apérole. Est-ce que tu vois un peu... est-ce que tu arrives, toi, à entrevoir un peu la prochaine boisson à la mode? Ça me fait pas très plaisir de dire ça, mais est-ce que tu arrives à voir un peu le futur Spritz? Je pense qu'il ne faut pas trop le voir parce que c'est souvent, on est souvent étonné. Et ça, c'est bien. Alors après, il y a des cabinets de tendance qui peuvent te prédire les tendances, etc. et tout. Moi,
je pense que ça va pas être tant en produits, tout ça, etc. Alors, je crois beaucoup à l'avènement des liqueurs, enfin, des liqueurs d'assemblage qui reviennent, pas seulement les liqueurs de fruits, etc. Mais parce que je pense que tout le monde dit ouais, on n'aime pas le sucre, zéro machin, etc. Mais je pense que les gens aiment plus le sucre que ce qu'ils disent. Et que c'est pas un gros mot. Et, ouais, les produits évidemment fermentés aussi. Ouais. Il y a des choses Ouais, là-dessus. ouais. Et puis, le fait que les gens vont de plus en plus faire à la maison, tu vois, des fermentations, des kits pour faire leurs trucs, être content de faire par eux-mêmes. Après, là, il y a quand même l'avènement des distillations de grains plus rares. Donc, et c'est plus rare pour nous, mais tu vois, des distillations de riz, tout ça, etc. Enfin, là, le baijiu, le sochou, ça connaît une ascension chez nous qui est immense. Et moi, je crois beaucoup, je pense que le futur est en Afrique. Ok. Et que ce continent offre une richesse extraordinaire. Et il y a de plus en plus de personnes dans des pays africains qui distillent des matières premières qui proviennent d'Afrique ou des pays africains. Et il y a des choses extraordinaires et les gens s'y intéressent pas encore tant. Mais je pense qu'il va y avoir dans les quelques années des choses vraiment cool. Très, très nouvelles en plus, parce qu'effectivement... oui, on a beaucoup plus de whisky japonais, autre que par exemple de whisky africain ou autre, etc. Quoi, c'est pas... Ben ouais. Et tout n'est pas encore très stabilisé aussi. Ouais. En politique, enfin, il y a plein de facteurs. Il y a plein de facteurs qui font ça. Mais moi, je pense que l'avenir, c'est le continent africain. Ouais. Et ils ont de telles ressources en termes d'ingrédients, et je pense même aussi de savoir-faire ancestraux, etc. C'est parce que la transmission n'est pas encore allée là, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je trouve assez passionnant. Et d'ailleurs, on le voit pour les matières de parfumerie, etc. Il y a des choses qui sont ou les fruits ou les plantes ou la Madagascar, c'est extraordinaire. Ouais. Enfin, voilà. Donc, ouais. Et sur les... j'ai perdu ma question. Mince. Tac. Bon, c'est pas très grave. Je passe à une autre. Elle me reviendra. J'avais une question par rapport un peu au... Parce qu'on parle beaucoup de marques quand même en ce moment. Et moi, de ce que je peux voir, j'ai l'impression des fois que la marque prend plus de place des fois que le produit. C'est une impression. Pour certaines marques en tout cas. Est-ce que tu vois aussi qu'il y a un regard un peu différent depuis l'avènement, depuis 2004 des réseaux sociaux, depuis les influenceurs, depuis toutes les nouvelles manières aussi de communiquer sur une marque? Est-ce que tu sens que ça a aussi... je sais que j'entendais beaucoup ça dans des podcasts de restaurateurs. Ils disaient qu'aujourd'hui, tu peux pas lancer ton restaurant comme tu pouvais le lancer il y a 20 ans où tu avais une vieille banquette un peu pourrie et à la limite tu te lançais, c'était ok. Aujourd'hui il faut que ton restaurant il soit parfait, il soit clean, il ait déjà des super photos, une super carte, etc. Est-ce que tu vois aussi un peu cette évolution dans le milieu des spi ou même de la boisson de manière générale? Les choses sont plus marketées, racontent une histoire, etc. Mais je ne sais pas si c'est l'avènement des réseaux sociaux ou si c'est le fait qu'on vive dans une ère qui est ultra émotionnelle. Et finalement, c'est un peu l'œuf ou la poule, mais on vit dans un monde qui est ultra émotionnel. Alors, quand je dis ça, il y a plein de gens qui me disent non, on n'a jamais été aussi pas sympa, etc. et tout, les uns avec les autres, tout ça, etc. Bon, je trouve que c'est pas totalement vrai. Et surtout, si, je pense qu'on n'est plus dans un... On a énormément de mal à être dans la raison,
on est dans l'hyper-émotion, notre avis est important, ce qu'on a à dire doit être important, tout ça, etc. Donc il y a eu évidemment les réseaux sociaux qui ont permis d'exister. Mais encore une fois, il faut s'interroger au-delà des marques, des produits, etc. Pourquoi est-ce que les gens ont besoin de nouveaux icônes, de nouveaux veaux d'or, tout ça, etc. et tout, et d'exister d'une certaine manière, la vie compte, tout ça, etc., d'avoir la sensation d'être important. C'est ça qui fait l'influence, tout ça, etc. et tout. Donc, c'est un peu facile de dire que c'est les marques. Les marques, les marques, elles surfent juste sur le fait que le système a évolué d'un certain sens où la consommation et la notoriété se fait plus de la même façon qu'avant. Mais c'est pas les marques qui créent, à mon sens, c'est pas les marques qui créent ça. Ce qui crée ça, c'est toujours la société, l'inconscient collectif d'avoir envie d'autre chose, d'exister par ailleurs, tout ça, etc. Et tout. Et après, moi, je trouve quand même que malgré tous les problèmes qu'on pourrait souligner, que ce soit de l'industrie des spiritueux, des boissons, mais au-delà de tout, je veux dire, petit à petit, le monde va quand même vers le mieux. Même si, évidemment, il y a encore des choses qui sont inacceptables, qu'on ne comprend pas, tout ça, etc. Et tout. Et on le voit dans l'évolution, les gens font plus attention à leur consommation. Avant, il n'y avait que des gens qui avaient... C'est une prise de pouvoir qui est dit. En fait, le pouvoir a été réparti d'une manière différente. Voilà. Avant, c'était les gens qui réussissaient, qui étaient... On vit dans... Pourquoi il y a eu l'influence des réseaux sociaux et pourquoi aujourd'hui les marques se servent de ça? Parce qu'en fait, c'est un peu l'Eldorado aux Amériques. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais atteindre une certaine notoriété ou un certain niveau de vie ou tout ça, etc. parce que tu avais eu l'occasion de faire des études ou d'avoir un don exceptionnel ou d'avoir un machin, etc. et tout. Aujourd'hui, tu peux parce que tu as de l'influence. Mais après, il ne faut pas croire qu'on soit d'accord ou pas avec les gens qui nous influencent et qu'on suive et que... Ils reflètent quand même quelque chose. Quand tu vois le nombre de personnes qui suivent des personnes de la télé-réalité, etc. et tout, on peut juger si on veut, on peut se dire, attends, c'est quoi mais c'est un fait. Le fait est là. C'est-à-dire que ces gens ont besoin de ça. Parce que c'est aussi c'est aussi la réussite sociale qu'on peut atteindre d'une autre manière, que les choses ne sont pas cloisonnées de cette façon-là. Et puis, des gens aussi qui éclosent de notoriété et d'influence parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire, un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais tu vois. Et du coup... ça redistribue juste les cartes. Mais il y a toujours cette notion d'influencé et d'influençable, tu vois, qui joue. Et après, les marques, elles surfent là-dessus parce que, malheureusement, quand tu es dans un monde mercantile basé sur le capitalisme, il faut que ta société, elle fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut que tu vendes des produits. Et puis, pour vendre des produits, il faut avoir de la notoriété. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et après, il y a quand même eu l'ère des startups, etc. et tout, où on a levé de l'argent beaucoup et tout. Et je sais de quoi je parle. C'était là-dedans aussi, de l'hypercroissance, des entreprises qui, au bout de 10 ans, avaient flambé leur cote, etc. et tout. Et puis, on en revient un peu en se disant, en fait, il faut atteindre de la pérennité, tout ça, etc. et tout. Mais c'est long. Et je pense aussi, surtout, qu'on ne se rend pas compte. Là, la notion qu'on n'a plus, c'est le temps. C'est le temps. Installer une marque de spiritueux, c'est 10 ans. Parce que tu vois, après, on te montre que les... Ou même... moi, ça me fait rire, parce que dans toutes les présentations de tout le monde, on voit Steve Jobs, machin, etc. Mais Steve Jobs, Apple... Mais rappelez-vous, quoi. Apple, c'est pas... Là, c'est Apple là depuis 15 ans, mais Apple, ça a été le mec... Il y a eu des gros échecs. Personne n'en voulait à un moment, le Macintosh. Tu vois, les gens, ils juraient que par Microsoft. Donc, il faut s'accrocher. Ça met du temps, quoi. Hendrix, par exemple, ça a explosé le jean. Enfin, tu vois, la notoriété. Et encore, ça fait partie des plus gros volumes de spiritueux du monde. Mais enfin, la notoriété, ils ont un beau truc, etc. racheté, mais ça a été créé en 99. Donc, j'ai envie de rappeler à tous ces gens qui disent « Waouh », et machin, etc.
c'est une industrie, soit tu pars avec des millions de bases et puis tu as une grosse communication pour tout de suite viser de l'influence, ou alors tu as vraiment le bon produit au bon moment, l'autoroute, et on en voit, hein, et c'est tout à fait possible, effectivement. Mais quand tu innoves, si tu veux innover, dans les convictions, changer les choses, etc. Et ouvrir tout, un marché, c'est très dur, mais il faut des années, une marque, mais même pas que dans les boissons, je pense, partout. Non, c'est sûr, Donc, on nous a aussi poussé la renta, les machins, etc. et tout, mais créer une marque, c'est pas ouvrir une boulangerie, quoi, tu vois. Enfin, attention, je dis pas qu'avoir une boulangerie, c'est facile. C'est encore autre chose. Et donc, du coup, t'es obligé d'avoir de la notoriété. En fait, ça va avec, puisque c'est ce qui fait ton chiffre d'affaires. Donc, du coup, tu vas surfer sur qu'est-ce qui va te faire de la notoriété. Et donc, tu suis les courants comme ça. Et aujourd'hui, c'est les influenceurs, tout ça, etc. Mais encore, pour l'alcool, maintenant, on est de plus en plus limité, parce qu'avec la loi E20 et tout... Mais ce que je trouve intéressant, et j'ai l'impression de le voir dans le milieu de la bouffe, mais encore une fois, moi je débute vachement sur ce sujet, donc c'est peut-être mon regard à moi un peu newbie, mais j'ai l'impression que de manière générale, et peut-être que la crise du Covid a un peu poussé ça, je vois beaucoup de personnes qui essaient de se diversifier au maximum pour pouvoir avoir différents revenus. Par exemple, tu vois, c'est peut-être encore une fois mon impression, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu autant d'ateliers de gin, tu vois, ou d'ateliers de whisky, pour que ta distillerie, elle vive la journée, elle vive hors distillation, elle vive, etc. Il y a des visites, il y a maintenant Cognac fait des podcasts, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a même... j'écoutais le podcast avec Oli Belli et il parlait du fait que... lui, il a un podcast à côté. Ils veulent faire aussi potentiellement accompagner des personnes qui sortent de Oli Belly et qui veulent monter leur restaurant. Ils veulent faire peut-être accompagner pour des levées de fonds ou autres, etc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a cette forme de diversification où tu vas plus forcément avoir que ta marque qui va faire, par exemple, un produit, mais tu vas toucher peut-être d'une manière plus grande, et ta marque, ça va être un ensemble de propositions de services, de produits, de plein de choses. En tout cas, c'est le regard que je pose dessus. Ça peut ne pas être vrai totalement. Tu l'as dit, en fait, c'est la proposition de service. Les gens, ils se multiplient pas en produits, ils se multiplient en services. Mais parce qu'il faut se rendre compte aussi de ce qu'il faut pour générer un produit. Que ce soit la flambée des matières premières, la matière humaine. Je sais pas, tu sais, on a beaucoup entendu, les patrons, etc. et tout, pour avoir été chef d'entreprise 8 ans et avoir employé des gens, etc. et tout. Le rapport au travail a changé. Et c'est normal, évidemment, etc. aussi, mais les taxes, tout ça, etc. Mais pour employer quelqu'un, la plupart des charges des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs, etc. et tout, elles sont des charges salariales. C'est ça que tu sors, le plus. Enfin, c'est ça qui te coûte le plus cher, employer des gens. Donc, dans un monde où on manque, où il y a des gens qui sont au chômage, où on manque soi-disant de travail pour tout ça, etc., il n'y a rien qui pousse les entreprises à embaucher des gens. Ça te coûte tellement cher d'embaucher des gens. Et donc, les gens vendent aussi des services, des prestations, leur cerveau et tout, parce que c'est de la matière, c'est du temps, en fait. Je pense que c'est ça qui explique ça. Si tu veux, là, regarde, tu vois, tu fais un podcast, tu peux le mettre en place facilement. Mais faire un produit, il y a les normes, il y a... Tu vois, c'est la législation, il y a la lourdeur de tout ça qui est très intense, qui est des coûts intenses, des coûts humains. Et puis, les entrepreneurs, on leur demande de tout faire. Au début, quand tu lances, moi, j'ai lancé une marque de mon canapé avec mon associé Camille, et on a fait un petit prêt bancaire et nos économies, etc. et tout. Tu étais face à des mastodontes de l'industrie des spiritueux qui ont des milliards, et tu dois tout faire toi, parce qu'en fait tu peux pas te salarier les 3 premières années, tu peux pas embaucher des gens avant de faire des levées de fonds. Alors il y en a qui, tu vois, mais il faut les faire, les levées de fonds.
Mathieu de Bellignol me disait, déjà de un, ça les a un peu défocus. Il y a l'un des deux associés qui était que focus sur la levée de fonds. Ça leur a pris beaucoup de temps. Mais chercher de l'argent, Et, c'est ce qui prend le plus de temps. Ouais, et beaucoup de non. Parce que non, vous êtes dans le secteur de l'alcool. Non, on veut pas, quoi. Enfin... Bah oui. Et puis là, maintenant, bah, je peux te le dire, puisque j'ai cherché de l'argent pendant un moment avant de transmettre Acheteoria. Et que j'ai connu un redressement judiciaire et tout ça, etc. Et que ça n'a pas été une période facile après le Covid, pas du tout même. C'est très dur de lancer une marque. C'est dur, et puis on demande quand même beaucoup aux entrepreneurs. Je pense aussi qu'on se rend compte aussi qu'on n'est pas des machines, quoi. Hein. Il faut que tu saches tout faire. Hein. Tu fais 1000 métiers, tu t'arrêtes jamais. Moi, j'ai jamais en 8 ans fermé mon ordinateur et c'est fini, quoi. Et tu ne gères que des merdes tout le temps. De tout acabit. Hein. Mais des trucs que tu ne peux pas imaginer. Bon, la production, de manière générale, quand tu produis, il se passe toujours des choses, parce qu'en fait, c'est des enchaînements de facteurs, et humains, et machin, et tout, et tu as toujours des problématiques à régler. Ça fait partie du truc, c'est normal. Mais effectivement... Je ne sais pas si on se rend compte de la... Attention, hein, je ne suis pas plein, etc. Il n'y a personne qui m'a braqué un pistolet sur la tempe pour que je sois entrepreneur. J'aurais pu être salarié, tout ça, etc. Non, mais tu peux quand même partager ton expérience. C'est ce que je me rends compte en faisant le podcast, la notion du temps que tu as parlé tout à l'heure. Ça m'a vraiment... les quelques épisodes, là, je me rends compte vraiment du temps que ça prend. De l'investissement personnel. Moi, je viens du milieu des startups dans le design, et je vais pas dire que c'est simple de monter une boîte dans l'univers digital et de la tech, mais il y a des choses qui sont plus simples sur un ordinateur, effectivement, que quand tu travailles avec des matières vivantes, que quand tu travailles avec plein d'autres choses. T'as parlé des matières premières, bah oui, si demain tu dois mettre un ticket pour 1000 bouteilles, c'est pas pareil qu'autre chose. Voilà, tu dois les sortir, en fait. Ouais. Faut les sortir d'avance, faut les stocker, puis tu les vends pas avant un an, etc. Et tout. Donc il y a ça. Ensuite, la tech, c'est pareil. Hein, on voit quand même un effondrement aussi de tout de la spéculation. Ça me faisait sourire tout à l'heure quand tu dis que c'était la fin de l'abondance. Il y a aussi, de manière générale, beaucoup de spéculation dans tous les domaines, à mon avis, confondus. Mais bon, on va pas refaire le modèle économique du capitalisme. Mais... Et puis la notion de réussir à se faire de l'argent. Mais moi, je vois tellement de gens entrepreneurs autour de moi qui font des trucs super, qui n'arrivent même pas à se dégager un salaire. Ou alors quand ils le font, c'est 1 200 € pour travailler 15 heures par jour. Et ben, au bout d'un moment, ils arrêtent. Et ils ont raison. On devient esclave de sa propre création. On devient esclave du propre truc que tu as créé. Et il y avait Welcome to the Jungle qui faisait un truc la dernière fois sur le burn-out aussi des entrepreneurs, tout ça, etc. Parce qu'on en parle beaucoup en entreprise. Mais, et en France, voilà, hein, quand ça s'arrête, t'as pas de chômage, t'as rien du tout, etc. C'est pour ta pomme. Hein. Donc tu perds tout. Donc faut s'accrocher quand même. Je dis, c'est pas très... non, mais à côté de ça, c'est une expérience extraordinaire. Tu fais des rencontres folles, la sublimation de voir quelque chose que tu as imaginé être concret, se produire, apprécié par d'autres, dans des endroits et tout, c'est aussi de la fierté, c'est aussi... et puis c'est multi-compétences. Donc, j'ai appris des trucs tellement... J'ai l'impression de savoir faire tellement de choses, et puis aussi de la capacité à prendre du recul. Enfin, évidemment qu'il y a plein de choses extraordinaires dans cette aventure entrepreneuriale, mais putain... Il y a des jours, franchement, tu te demandes pourquoi tu as fait ça. Hein. Et du coup, voilà, on vend un peu le rêve, à voir ça. Moi, j'ai croisé plein de gens, Station F à la base, au départ, etc. Moi, je rêve de créer je veux mon entreprise. Moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir mon entreprise. C'est arrivé comme ça, parce que moi, ce que je voulais, c'était créer. Et il s'avère que j'ai un tempérament qui fait que c'est plus simple de ne pas répondre à des lois, enfin des lois, pas des lois de manière légale, mais un cadre, etc. et tout. Je sais pas d'ailleurs si c'est ça ou pas, parce que des fois un cadre, ça peut t'emmener aussi plein de créativité et tout aussi. Hein, et puis c'est nécessaire, mais
Je pense vraiment que c'est pas... ça doit pas être une fin en soi, être chef d'entreprise ou avoir son entreprise. Si c'est pour le statut social ou la revendre ou se faire de l'argent, etc., ben, demander à 66 000 rebonds. Hein. 66 000 rebonds, c'est l'association. Il y a 66 000 entreprises par an qui se cassent la gueule, c'est-à-dire 66 000 personnes qui ont tout investi, leur temps et leur argent, et qui se retrouvent sans rien. Et donc, du coup, c'est pas que la belle histoire qu'on veut nous montrer. Ouais. Voilà. Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans le podcast aussi, c'est de raconter des personnes qui ont pu... qui ont prévu, qui ont investi, qui ont mis de l'argent de côté pour pouvoir se lancer un jour, des personnes qui sont... je viens de poster aujourd'hui quelque chose sur Instagram qui dit justement Stéphanie de Hautefleur qui est partie comme ça. Pas de business plan, rien. Pas de compétences en marketing, absolument rien, juste une incroyable curiosité sur les eaux florales. Elle s'est lancée. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, de voir tous ces parcours différents. Et il n'y en a pas un qui est pareil, et sinon je m'ennuierais vite. Mais c'est super intéressant. Et je veux absolument pas qu'on se quitte sans parler de Poétique Molécule, parce que ça me paraît quand même être ton sujet d'actualité du moment. Est-ce que tu peux un peu nous redire, parce qu'on en a parlé un tout petit peu dans les épisodes précédents, mais est-ce que tu peux un peu nous redire ce que c'est, ta vision de ça et comment tu vois les choses? Eh ben, j'essaie de définir ce que c'est en ce moment même. J'ai créé cette page qui va devenir peut-être autre chose qu'une page, en tout cas quelque chose, ce réseau que j'ai envie d'animer, qui s'appelle Poetic Molecules, poétique en anglais, qui est en fait, qui existe pour être une ode à tout ce monde sensoriel et de la transmission en fait des savoirs que j'ai appris, mais d'une manière qui a été un peu pimpée par mon expérience et la personnalité plus artistique, émotionnelle, poétique que j'ai, etc. Plutôt que de parler de la chimie. Moi, le monde élitiste, ça me fait chier. C'est-à-dire savoir pour savoir. Ouais. Aujourd'hui, on a Google, on a ChatGPT, tu peux savoir n'importe quoi sur n'importe qui, tu te fais mousser. Mais quand tu fais ça, tu fais quoi? Tu mousses ton ego, ton statut social, and so what? Et après quoi? Franchement, tu vas pas être enterré avec ton ego, hein, je te le dis. Hein. Donc... ce que j'aime et ce que j'ai appris aussi, ce que j'ai découvert à aimer, etc., c'est quelque chose de didactique qui permette aux gens d'apprendre des choses sur eux. Et pas que de la connaissance, qui peuvent expérimenter, qui peuvent, tu vois. Moi, je suis contente quand j'ai fait des ateliers. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un atelier pour les équipes du domaine Bouchard en Bourgogne sur la façon de parler des arômes, etc. Parce que eux, dans le vin, ils ont un protocole, si tu veux, pour parler de la façon. Mais de plus en plus, et j'en parlais avec la chef Eugénie Bézia la dernière fois, qui est la chef de l'Espadon Ritz, sur qu'est-ce qui t'emmène sur le vocabulaire à parler de ton plat et la description, juste le savoir, ça parle pas aux gens. Ouais, pas d'émotion derrière. Et encore une fois, même c'est pour ça aussi que j'avais créé Acheteoria, c'est-à-dire que si Acheteoria, tu dis, ben oui, moi je fais un assemblage unique de fleurs d'oranger, vanille, cumin noir d'Iran, iris, figues violettes, olives, nori. Qu'est-ce que tu perçois? Rien. Tu as du savoir, tu vois une olive, une figue, un machin, etc. Et tu dis, waouh, et tu es impressionné parce qu'il y a tout ça dedans. Mais l'évocation, l'histoire, la transmission, il n'y a rien qui se passe. Rien du tout. Alors que quand je te dis, imagine l'odeur de la peau qui sèche au soleil, quelque chose de solaire, tu es dans ton imaginaire, tu vis quelque chose, tu découvres quelque chose, tu es surpris, pas surpris. Enfin, il se passe quand même plein de choses. Et du coup... c'est ça que j'aime. Et je me suis rendu compte aussi que sur l'olfaction, en étant dans le milieu aussi des bartenders, des chefs, etc., il y a plein de gens dans la cuisine, dans le bar, qui deviennent de plus en plus passionnés de chimie, de compréhension, des odeurs, de tout ça, etc. Moi, j'ai toujours vu qu'il n'y avait pas de pont entre les deux, entre le parfum et tout ça, etc. Et je veux en faire des ponts entre le commun et le singulier. Et c'est un monde qui permet tellement de véhiculer aussi des valeurs que j'aime, qui sont... en fait, c'est pas un monde élitiste, tu sais pas. Ouais. C'est le monde des perceptions. Et le monde des perceptions, il est unique. Il est à la fois singulier et commun. Il est... ça se partage, quoi. Sinon, ça sert à rien. Ouais. Tu vois? Ouais. Et du coup, j'ai créé Poétique Molécule pour essayer de faire des... performances, des interviews, parler des molécules, mais d'une manière un peu différente,
Ouais. un storytelling. Voilà, et il y a des gens qui le font aussi très bien. Là, je pense à Ryoko Sakaguchi qui vient d'écrire un livre qui s'appelle L'appel des odeurs, qui sont des petites nouvelles où Ok. les personnages sont un peu des odeurs, etc. Donc c'est génial. Et voilà, je suis en train de mettre en place la forme pour intéresser ces gens, des spiritueux, des parfums, la chimie, etc., euh, au milieu Mm. de ces univers qui se mélangent, voilà, et qui instillent. Donc c'est à la fois didactique, à la fois enflammé, à la fois une ode Ouais. à ce qui me fait vibrer, ce que Mm. je trouve touchant, pour apprendre, voilà. Ça, ça fait très écho à le début de ton histoire, en fait, un peu le mélange de la parfumerie avec. Enfin, je trouve ça hyper, hyper lié, en fait. Ça, quand tu disais ça, en tout cas, ça m'a fait penser euh, au moment de la Paris Cocktail Week, je crois, il y a 2 3 ans. On avait booké un atelier pour faire un atelier cocktail dans un bar. On était allé au bar des Grands Boulevards. Et ce lieu est assez fou, déjà parce que c'est à l'hôtel des Grands Boulevards, pardon. Parce qu'on rentre vraiment dans un endroit où on a l'impression qu'on n'est pas dans Paris. Et on était au bar et le bartender qui nous a fait l'atelier nous a expliqué qu'en fait, il travaille beaucoup avec le chef de la cuisine Mm. et que il réutilise, on parlait de déchets tout à l'heure, il réutilise certaines choses de carottes pour pouvoir faire telle ou telle chose dans les cocktails, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais c'est vrai que je vois rarement ce mélange des deux univers. Et en fait, là, comme ils sont dans un hôtel et qu'il y a une cuisine et qu'il y a un bar, bah forcément, enfin forcément, non, peut-être pas forcément, mais il y a eu une rencontre qui s'est passée et il me disait que son approche avait totalement changé depuis qu'il avait discuté avec ce chef. Parce que le chef va avoir une approche totalement différente du produit qu'un bartender. Que ce soit par la notion du chaud versus la notion du froid côté bartender des fois. Enfin, et il expliquait plein de choses différentes et je trouvais ça assez fascinant de cette rencontre des deux métiers qui bossent peut-être pas les mêmes produits, mais qui ont une. Bah, on parlait de la fermentation, je pense qu'il y a aussi de plus en plus de ponts qui se font, et j'ai l'impression que ce que tu essayes de faire, en tout cas c'est mon impression, c'est que tu essayes un peu de mélanger différents mondes pour montrer qu'ensemble ils peuvent créer autre chose, ou ils peuvent se lier et créer des ponts. Ouais, moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai toujours été complètement ahurie des cases qu'on nous avait mis. Mm. Enfin, ne serait-ce que moi, quand j'ai passé le bac, j'ai fait un bac S. Voilà, S, il fallait que tu choisisses, t'aimais les maths, la physique et la chimie. Et elle, Ouais, t'aimais la littérature. la littérature. Mais what the fuck? Le cerveau, c'est pas fait comme ça, c'est pas vrai. Mm. Enfin, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, on voit bien que dans l'histoire de l'humanité, il y a plein. Tu prends un Léonard de Vinci. C'est un scientifique, c'est un artiste, c'est quoi, tu vois? Mm. Tu prends les théorèmes, tu prends Pythagore, il y a plein de gens qui étaient mathématiciens et philosophes. Enfin, c'est quoi ce truc mono-inspiration, quoi, tu vois? Alors Ouais. que enfin, t'es riche des facettes qui Mm. t'entourent, quoi. Et c'est ça qui fait une personnalité. Et donc, moi, j'aime pas bien les cases. euh, et je combats pour qu'en fait, on arrête de mettre des cases. Ça, c'est de la science, ça, c'est de l'art, Ouais. ça, c'est du truc, etc. Tout n'est que sensibilité et interprétation, je pense. En tout cas, moi, je suis comme Mm. ça, très, très à fleur de peau, très à vif, très enflammée, etc. Et tout. Et les sensations, il ne faut pas oublier que les sensations et les émotions, physiologiquement, c'est la même. C'est pas loin d'être la même chose. Tes sensations, c'est, si tu veux, ce qui te sépare, toi, de ton environnement et du monde. Et après, c'est l'interprétation de ces sensations Mm. par ton cerveau qui crée des émotions. Euh, euh, donc évidemment, Ouais. les deux sont très liés. Et après, ben, la vie, je le dirai jamais assez, c'est ma conviction, la vie c'est de la diversité. Mm. On veut nous faire croire de plus en plus, enfin je sais pas, mais on le voit bien avec les mouvements politiques, tout ça, etc., qu'il faut être dans un communautarisme, dans une bulle informative, dans tout ça, etc. Mais confrontez-vous aux idées des autres, Mm. embrassez-les. Euh, c'est, tout naît dans la diversité. Mm. Biologiquement, moi qui suis de base, je me sens vraiment biologiste, si tu veux, la génétique, tout ça, etc., ça avance toujours. Plus il y a de diversité, plus il y a du vivant. Ça marche toujours comme ça. Donc
ça marche pour tout. Ouais. Tu vois. Et du coup, de classifier, de mettre les gens là et là, etc., on est dans un monde de moins en moins cloisonné, et heureusement, parce qu'aussi, on a nos intérêts qui ont changé, on a énormément de stimulation et de savoir, encore une fois, il y a Internet, on a accès à tout, et on s'intéresse à tout. Notre curiosité, je pense qu'elle a fait fois 1000, tu vois. Et il y a tellement de sujets. Moi, je me dis, j'aurais jamais assez d'une vie. Et ça peut être un problème aussi, parce que en fait, tu veux tout faire, et à la fois, et on n'apprend plus non plus à s'ennuyer. Bon, ça, c'est un autre sujet. Après, moi, je digresse dans la philosophie, etc. Mais, et on culpabilise de rien faire, et d'appartenir. Enfin, il y a quand même un rapport à tout ça qui est un peu particulier. On est de plus en plus curieux, quoi. Curieux, avec une soif de comprendre, d'apprendre, de faire soi-même. Alors, c'est vachement positif, tu vois, tu parlais des ateliers tout à l'heure, de faire soi-même et tout. Mais je trouve que ça devient aussi de plus en plus égocentré. C'est-à-dire que tu t'apprends toi-même, mais moi, j'ai pas envie d'apprendre à faire mon fromage. J'ai envie d'aller chez un fromager qui a fait ça pendant 20 ans et qui me parle de ses fromages avec passion, avec tout ça, etc. Et tout. Et je pense qu'il faut aussi remettre... de la puissance dans les métiers. Ça, à mon avis, on va finir par en revenir aussi de tout faire par soi-même, de do it yourself. Ben, je suis désolée, il y a des choses que tu fais moins bien quand tu n'es pas expert que quand tu es expert. Alors, tu es content, encore une fois, d'avoir fait ton fromage toi. Je parle du fromage, je sais pas, mais tu es content d'avoir fait ton fromage toi-même, mais il vaut pas le fromage que tu achèterais chez quelqu'un qui le fait depuis 25 ans, avec tant de machins, etc. Tu vois. Et j'en reviens aussi avec ce truc d'admirer les autres. On est un peu trop sur soi, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime ce qui est commun. J'ai envie d'interroger des gens qui ont des univers différents et qui font aussi des trucs que, tu vois, je ne sens pas de concurrence. Je pourrais interroger des chimistes, des gens qui font la même chose que moi. Enfin, tu vois, sur la composition, que ce soit on est tellement plus fort, mais plus fort tous ensemble, quoi. Tu vois. Enfin, ça paraît un peu neuneux de dire un truc pareil, mais... et à la fois, c'est bien d'admirer et de ne pas vouloir tout le temps être moi, mon truc, ma réalisation, mon machin. On a l'impression des fois d'être, tu sais, les petits-enfants à l'école qui montrent il est beau ton dessin, il est beau ton dessin. Non, ton dessin, il n'est pas toujours très beau. En fait, je suis désolée. La burrata que tu as fait la burrata que tu as fait là, à l'atelier, machin, c'est super, tu as appris un truc de plus, tu étais content. Eh ben, elle n'est pas ouf, c'est pas vrai, tu vois. Non, mais... Voilà, donc il faut trouver le juste milieu entre tout ça. Je ne suis pas en train de cracher sur les gens qui font des ateliers, j'adore, il y a des trucs que je fais, je trouve ça génial d'avoir accès. Mais ce qui est plus intéressant pour moi dans les ateliers, dans tout ça, dans le partage, c'est d'avoir accès à la passion de l'autre et la façon dont il le transmet. Faire un atelier avec quelqu'un qui va t'apprendre un truc, mais il n'y a pas de passion, il n'y a pas de... Ce qui est intéressant, c'est les histoires, la transmission. C'est Homère, tu vois, c'est l'Iliade, c'est ce qui se transmet par la parole, ce que tu rigoles, ce que tu vas retenir, en vrai, c'est pas tant le savoir, c'est le moment que tu as vécu. Ce qui fait que c'est mémorable et pas tellement la qualité du produit, tu vois. Donc, c'est les humains, quoi. Et donc, tout le monde a peur. De Proust, Ouais. Et tout le monde a peur, là, de dire on va être remplacé. Mais on est remplacé par quoi Une histoire de vie, ça peut être remplacé par rien d'autre qu'une histoire de vie. Eh bien, voilà. Incroyable. J'ai 2 dernières questions. Peut-être celle qui arrive est peut-être un peu philosophique. Je la pose, c'est un peu ma question de fin. Elle est plus facile à poser quand on parle d'une marque, mais je vais quand même un peu la tourner d'une autre manière, parce que ça me paraît intéressant d'avoir ton regard là-dessus. Si tu reviens à l'origine de ton parcours, de tes expériences, à quel point est-ce que aujourd'hui, t'as l'impression d'être là où tu voulais être il y a un petit moment? Je suis pas là où je voulais être il y a un petit moment, et j'ai envie de te dire heureusement. Heureusement que la vie, c'est comme une boîte de chocolat, dans les bons côtés comme dans les mauvais. Quel ennui. T'imagines, il y a 10 ans, j'aurais prévu d'être là, et puis je suis là. Voilà. Ok. Non. J'avais pas prévu. Et
y a des trucs dans lesquels je regarde dans le rétroviseur et je suis fière. Il y a des trucs que j'aurais fait différemment et encore. Il faut être aligné effectivement avec là où tu es et puis essayer de chercher tous les trucs positifs qui t'ont conduit à être une meilleure personne, je pense, dans la vie. Meilleure pour toi-même, hein, sur les valeurs qui te sont chères. Ça, c'est propre à chacun. Je suis pas là où je voulais être, non. Et heureusement. Ok. Ouais, je trouve ça hyper beau en fait, je trouve ça aussi hyper intéressant. C'est pour ça que cette question elle est difficile à poser à quelqu'un. Une marque c'est plus simple. Est-ce que Bah oui, la parce que tu as fait idée... des business plans, parce que tu as Ouais, fait des machins, parce que ton intérêt c'était d'en arriver là, soit financier, soit tout ça, etc. Mais la vie ouais, ça ouais. est, Mm. tu vois. Ouais, ouais. J'ai donné cette grande phrase de la chimie que j'aime tant, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Et la vie ça va. Franchement, l'enrichissement, alors, franchement, ça paraît, je vais dire des trucs, je vais être impinable, on a l'impression que j'ai lu les accords Toltec, mais bon, c'est, euh, euh, c'est le chemin qui est impressionnant. Mm. C'est tout ce que tu as fait et que tu pensais pas faire, des fois que tu pensais pas être en capacité de faire Ouais. ou de surmonter. Euh, euh, les moments qui te restent gravés, les gens que tu as rencontrés, etc. et tout, comment tu peux imaginer ça? Personne peut imaginer Ouais. ça de sa propre vie. Enfin, je sais pas, mais je pense que c'est vrai pour tout le monde. Mm. Et il faut faut se laisser surprendre. La vie a un bon plan. Ouais, c'est magnifique comme phrase. Et dernière question, promis. Est-ce qu'il y a une boisson, une personne ou autre dont tu aimerais entendre l'histoire dans Origine? Oh là là, plein. Vas-y, fais-toi plaisir, fais ta liste de Noël, comme ça après je pourrais aller leur demander en disant c'est Marlène qui a demandé. Trop bien. Il y a tellement de gens passionnés. Ouh là là, je ne saurais pas qui dire. J'aurais l'impression d'oublier plein de gens. Oh là là, qui est-ce que je vais citer comme ça? T'inquiète pas, prends ton temps et tu Non, mais il y diras a des personne. gens dans cette industrie, franchement, que j'adore. J'espère pas en oublier, mais non, il y a des gens, j'admire beaucoup ce qu'ils font. Euh, euh, Alexandra et Claudio de Art Cocktail Club, qui sont extraordinaires, au-delà d'être des amis et des humains fantastiques, ils font des trucs très cool. Alexandra, c'est Okay. une bombe d'énergie créatrice, qui a monté un bar à Oaxaca au Mexique, commande pour d'autres. Elle est toujours jet-laguée sur des projets à travers le monde. Elle a été dans la mode vintage. Ensuite, elle a soufflé des bijoux en verre à Murano avant de se lancer dans les cocktails. Tout ce qu'elle touche est complètement fou. Donc, passionnée par le mezcal, enfin, folle. Il y a mon ami Emric de Mixologist in the Soul, qui est génialissime, bartender, qui a aussi des médias, qui a un style vraiment particulier, que j'adore. Euh, Cyril Laudet, qui a repris la maison Laballe, les Armagnac, le fameux Armagnac is back. Euh, et qui fait des trucs très cool, et son histoire aussi de la reprise de la maison et tout est complètement folle. Qui est-ce que j'ai comme ça, etc. Des parfumeurs aussi, tu vois, que j'adore. J'ai beaucoup collaboré avec le nez Mathilde Laurent, qui est le parfumeur maison de chez Cartier, qui est une personne complètement extraordinaire. Euh, euh, Tout la touche, les émotions curieuses aussi, très très portées aussi sur le goût, sur les cocktails, les saveurs. Bah, mon ami aussi Christophe Lodamiel. Enfin, alors là, des gens, j'en ai plein. Hein. Camille Goutal, qui est une amie. Tous ces gens, c'est des amis, mais je les aime parce qu'ils représentent des choses trop trop bien, quoi. Et est-ce qu'il y a une histoire que tu connais pas encore, peut-être d'une personne qui est pas dans ton cercle que tu connais, dont tu aimerais vraiment entendre l'histoire? Et ouais, il y a beaucoup de gens aussi. Il y a pas longtemps, j'ai goûté la marque de boisson sans alcool Yessi. J'ai trouvé ça très bien fait et ça me branche. Yessi? Ouais. Comment tu l'écris?
IE2SI. Ok, Yessi, ok. Ça me brancherait de connaître l'histoire. Après, il y a des gens très discrets que je connais, mais qui restent très discrets sur ce qu'ils font. Je pense par exemple au sommelier Patrick Borras, qui est le sommelier de Pierre Gagnère, qui est un homme incroyable aussi, et j'aimerais bien connaître un peu plus sur son parcours, ses envies, tout ça, tu vois, il y a des choses là-dessus. Qui d'autre encore? Non, mais... Il y a un océan des possibles. Ouais, parce qu'il y en a des gens qui Ouais. font des trucs cool. Hein. Il y en a des gens qui font des trucs cool. Que je connais pas et qui m'intriguent. Bon, après, tu m'as déjà donné plein je t'ai d'idées. donné Franchement, plein merci d'idées, beaucoup pour tout ça. Mm. J'ai plein de belles personnes à aller rencontrer. Merci beaucoup pour ton temps. J'ai adoré notre moment ensemble. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Au revoir. Et voilà, la série des masterclass de Marlène Stégé est finie. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire entrepreneuriale dans la boisson. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Moi, ça me motive à continuer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram à origine.podcast. J'y mets notamment des photos assez exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Je t'en dis pas plus et à très vite.